Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP. On est vendredi et puisque chaque voix compte, eh bien, comme chaque vendredi, c'est à vous que nous donnons la parole pour une émission consacrée ce soir à une drogue. Une drogue dure, une poudre blanche qu'on aime quasiment tous. Le sucre, un sujet dont les parlementaires s'emparent régulièrement, notamment pour réguler les pratiques des industriels de l'agroalimentaire. Il y a d'ailleurs une proposition de loi pour interdire les sucres ajoutés dans les aliments pour enfants qui a été adoptée la semaine dernière à l'Assemblée. Que faire d'autre ? Eh bien, nous allons en parler ce soir avec vous, Aurélien Rousseau. Bonsoir. Bonsoir. Ex-ministre de la Santé, député socialiste et apparenté des Yvelines. Merci d'être là. Aux côtés de Xavier Iacovelli. Bonsoir. Bonsoir. Sénateur démocrate et progressiste des Hauts-de-Seine, merci également d'être là. Et puis je salue le professeur Amine Benyaminard, bonsoir. Vous êtes psychiatre et addictologue à l'hôpital Paul Brousse à Paris. Vous allez précisément nous expliquer pourquoi le sucre, ça fait le même effet qu'une drogue. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir accepté de vous prêter au jeu des questions-réponses avec notre public. J'ai autour de moi des accros qui voudraient bien décrocher. J'en fais sans doute partie. Des parents qui se demandent que choisir pour leur enfant. Des diététiciens aussi, des pâtissiers qui essaient de se passer du sucre. Ils nous diront comment. Ils ont tous plein de questions à vous poser. Cette émission est d'abord la vôtre, donc je compte sur vous. Profitez de ce moment sans modération. Chaque voix compte. C'est parti. Je suis sûre que vous vous êtes tous dit « demain, j'arrête ». Je voulais vous montrer quelque chose. Ça c'est la dose de sucre qu'un Français moyen du XVIIIe siècle consommait. 10 grammes par jour, ça correspond à 2 morceaux de sucre. C'était il y a longtemps, certes. Mais aujourd'hui, on est passé à ça. 20 morceaux de sucre par jour, c'est-à-dire 100 grammes. Or, la dose maximale recommandée pour éviter diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, ce serait plutôt ça pour un adulte, c'est-à-dire 10 sucres par jour, pas plus de 50 grammes. Et pour un enfant, il faudrait même plutôt être sur 5 morceaux de sucre, c'est-à-dire 25 grammes. Donc vous faites le calcul, il faudrait diviser notre consommation de sucre par 2. Mais notre seule volonté ne semble pas suffire parce qu'en fait, le sucre, il n'est pas comme ça dans les aliments. C'est ça le problème. Il est partout et il est même souvent caché, y compris dans des produits salés. Et c'est là peut-être qu'intervient le législateur. La loi peut-elle changer les recettes des produits ? Oui, sans doute. Explication avec Yoann Delera. Trop de sucre au rayon bébé, c'est le constat sans appel d'une association de consommateurs. Sur les 200 produits qu'elle a analysés, 30% contiennent des sucres ajoutés qui ne sont pas indispensables. Ces ingrédients créent un phénomène d'accoutumance qu'une proposition de loi veut éradiquer. L'exposition précoce au goût sucré façonne nos préférences alimentaires. Plus un enfant est habitué tôt, plus il développera une appétence pour ces produits à l'adolescence et à l'âge adulte. Le texte vise à interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux enfants de 1 à 3 ans. Objectif, lutter contre l'obésité chez les plus jeunes. Un enfant sur 5 est en surpoids en France. De ce surpoids découlent des maladies graves comme l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Un enjeu de santé publique qui pèse lourd sur les finances. Le coût social de la surcharge pondérale est de 20 milliards d'euros par an si l'on prend en compte ses conséquences. Face à l'urgence, la proposition de loi a été adoptée dans la semaine à l'unanimité des députés. Elle doit maintenant passer devant le Sénat. Mais l'omniprésence du sucre ne se limite pas aux tout petits. On en trouve dans 77% des produits transformés, y compris dans les aliments salés, sauces, plats préparés ou encore charcuterie. Résultat, un Français consomme en moyenne 35 kg de sucre par an, soit 95 grammes par jour, bien plus que les recommandations de l'OMS. La consommation de sucre ne doit pas dépasser 10% de l'apport énergétique. Ça correspond à 50 grammes par jour. Pour réduire la consommation de sucre, la taxe soda a été durcie l'an dernier. Les prix sur les boissons sucrées ont progressé de 4 à 36 centimes par litre selon un barème. Les résultats sont encourageants, bien que limités. Les ventes de Coca-Cola, par exemple, ont depuis baissé de 2%. Certains députés veulent appliquer une taxe similaire aux aliments ultra transformés. Enfin, une proposition de loi transpartisane se prépare pour rendre l'affichage du Nutri-Score obligatoire. Professeur Benyaminard, je vous ai souvent reçu pour parler de la drogue, enfin des drogues en général. Pourquoi est-ce qu'on dit que le sucre est addictif ?
parce qu'il emprunte le même circuit que les drogues. Lorsque vous consommez du sucre, vous avez un emballement de ce qu'on appelle le système de récompense. C'est exactement le système qui est sollicité lorsque vous prenez une drogue comme la cocaïne, le tabac ou l'alcool. Ça vient mettre en lien des zones dans le cerveau et qui entraîne une véritable récompense, un véritable plaisir, et qui, par l'habituation, finit par l'emporter. Et donc l'arrêt entraîne de la même manière qu'une drogue, des signes de manque et des envies, ce qu'on appelle un craving. Et en matière de sucre, le craving est redoutablement élevé. Le craving. Absolument. Je prends toujours le même exemple, c'est celui qu'on prend tous, nos autres addictologues. C'est une très grande expérience, c'est une très belle expérience qui a été faite à Bordeaux il y a quelques années. On avait donné du sucre et de la cocaïne à des animaux de laboratoire. Ils ont préféré le sucre des souris à la cocaïne pour dire à tel point combien cette appétence pour le sucre est élevée. Alors une fois que j'ai dit ça, j'ai parlé de la moitié du chemin. Là, c'est la réalité clinique, c'est celle que l'on voit et qui nous aide à évidemment aider les personnes qui sont dépendantes de ce sucre. Oui. Mais la puissance du lobby du sucre fait que cette addiction clinique n'est pas répertoriée comme une addiction comme telle. Elle ne fait pas partie de la classification internationale des maladies. Mais puisque ça correspond exactement à ce qui se passe quand on prend de la drogue, est-ce que le sucre engendre des troubles du comportement ? Oui, lorsqu'on est dépendant au sucre, lorsqu'on aime le sucre, eh bien, on a du mal à dormir si on ne prend pas son sucre, on est un peu irrité, on est un peu assiégé par l'envie de consommer du sucre. Alors évidemment, ça ne concerne pas monsieur et madame tout le monde, parce qu'on aime tous plus ou moins le sucre. Alors, aimer le sucre, il y a ceux qui aiment le goût du sucre, mais aimer le sucre aussi parce qu'il suscite en nous comme aliment, comme effet. Et donc, ceux qui sont réellement dépendants, ils sont au sens vraiment clinique du terme, on a la réalité du terrain que l'on voit comme si on avait affaire à une consommation d'héroïne. Et pourquoi le sel, il ne fait pas ça ? Parce que le sel n'emprunte pas les mêmes circuits de la récompense que ceux que je décris. Mais je voudrais comprendre pourquoi est-ce que le sucre, après tout, le sucre et le sel, on l'absorbe de la même façon avec la bouche, avec les papilles gustatives. Oui, mais c'est le cas de la plupart des aliments qu'on ingère. Oui. Tous les aliments qu'on ingère n'entraînent pas cela. Quoique, le fait de manger est un moment de plaisir aussi. Mais c'est un moment de plaisir naturel. Mais personne n'est accro au brocoli, par exemple. Eh oui, c'est sûr. D'accord. C'est clair. Mais le fait de manger du brocoli avec un steak, des frites ou je ne sais quel autre produit parce que vous avez faim, vient stimuler, vient entraîner aussi une libération, je dis de la dopamine pour faire court. Et là, on n'est plus dans l'appétence à un produit précis, c'est manger et manger. Vous savez, ce qui est compliqué en matière d'addiction, ce n'est pas de consommer une drogue qui est interdite, mais c'est de consommer un produit qui est nécessaire pour vivre et pour lequel il faut avoir une consommation régulée. Parce que si vous arrêtez de manger, vous mourrez. Et certains transforment finalement l'alimentation en un produit addictif. Oui. Mais puisqu'on en parle comme d'une drogue, il peut y avoir une overdose de sucre ? Non, on n'en meurt pas directement. En revanche, on en meurt de ses conséquences. Ça a été très bien dit. On a une étude qui est sortie récemment qui a bien montré quand même que l'obésité avait une corrélation extrêmement importante avec les cancers. Réellement. Évidemment, les maladies cardiovasculaires, le diabète, tout ça, on le sait parce que ça a été simple. Mais on voit bien que l'excès pondéral, le gras, est un très bon élastérin pour le développement de certains cancers. Qui parmi vous est accro au sucre ou considère qu'il a besoin de sucre ? Alors, on va tendre le micro à Anthony, c'est ça ? Oui. Anthony, vous avez 32 ans ? Oui. Ça a commencé quand ? Oh, très jeune. Très jeune. On est un peu comme des alcooliques anonymes. Voilà, on se parle entre nous, on se confie. Très tôt, vous avez commencé à être accro au sucre ? Oui, c'est ça. En fait, quand j'étais très jeune, je me retrouve vraiment dans tout ce qu'il a dit depuis le début. C'est ça qui est assez impressionnant de mon côté. Mais très jeune, en fait, ma mère, elle avait des soucis de santé qui faisaient qu'elle avait du mal des fois à nous faire à manger. Et on lui avait proposé des fois de faire des petits déjeuners le soir, parce qu'on adorait les petits déjeuners. Les céréales, les gros bols avec de la poudre, du chocolat et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, on a pris cette habitude de prendre un petit déjeuner le soir parce qu'on adorait ça. Vraiment, on était fans. Et des fois, ça pouvait même arriver jusqu'à 3 déj par journée. Donc ça m'arrivait de faire ça. Et cette habitude-là, elle est restée sur le long terme. Elle est plus présente maintenant pour des raisons où je me suis battu pour ça. Mais elle est restée jusqu'à mes 27-28 ans, où la nuit, je me réveillais, il me fallait mon déj, absolument. Un bol de céréales. Le bol de céréales. Le bol de céréales avec... Des céréales sucrées. Ah oui, très sucré.
On voit le genre, on voit oui, tout oui. à fait lesquels. Donc C'est ça votre péché mignon? Ouais, c'était. Ça C'était. l'est plus. Et comment vous vous êtes sevré? C'est assez particulier, mais j'ai jeté tous les bols qui me rappelaient le petit-déj. J'ai jeté mes cuillères qui me rappelaient le petit-déj, parce que c'était ces cuillères-là pour le déj. À chaque fois que je les voyais, ça me donnait envie d'en faire un. Ah ouais. Donc j'ai jeté tout ça. Et vous avez eu un déclic? Ouais, 20 kilos. Vous avez pris du poids? Ouais. En fait, quand j'étais petit, je prenais pas de poids. C'était pas gênant là-dessus. Ça allait, ça se passait très bien. Mais quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à prendre un petit peu de poids. Il y a sûrement pas que ça, mais en tout cas, ça en a fait partie. Et quand j'ai pris des choses un petit peu drastiques comme ça, comme supprimer définitivement les petits-déj, maintenant, c'est un truc que je m'interdis complètement. Ah oui. C'est quelque chose... C'est-à-dire, même quand vous faites les courses, vous passez pas au rayon céréales, des Ouais. choses comme ça? Ouais, je passe plus au rayon céréales. Et alors, je vois sur votre fiche que vous avez 3 enfants. Ouais. Ils ont des céréales au petit-déj? Non. Vous Ils les ont d'autres interdisez? choses. Je vais pas les interdire non plus de prendre du sucre, mais d'une autre manière. Enfin, même des gâteaux, c'est pas gênant. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à la maison qu'on interdit un peu par rapport à moi quand même. On leur dit, ils sont au courant que je suis addict à tout ça. Et je leur ai expliqué que par exemple, les céréales, j'aime pas trop en avoir à la maison. Ouais. Donc, on a des alternatives, des choses comme ça. Mais là-dessus, ouais. Vous vous sentez sevré aujourd'hui? Ou vous savez que si je Non, vous je mets le un serai paquet de jamais. céréales, ça va pas bien se passer? Alors, je serai jamais sevré, dans le sens où j'en aurai toujours envie. Ouais. Toujours. J'aurai toujours cette envie qui reviendra. Ça, c'est sûr, j'en suis certain, déjà maintenant. Mais je sais que j'arrive maintenant à éviter ça. Par exemple, pour les courses, je fais mes courses en drive. Ça me permet d'éviter de craquer au moindre rayon que je vais. C'est des petites alternatives que j'ai mis en place pour éviter ça. Il y a aussi, je prends des gâteaux, mais plus les grosses addictions comme les petits-déj. Les petits-déj, par contre, ça, je m'y interdis complètement. Mais je m'interdis pas tout, sinon je craque et je pense que je me ferai trop plaisir. Alors c'est vrai que vous avez devant vous un sénateur, un député. Ce sont des législateurs, c'est eux qui font les lois. Est-ce que vous avez une question en particulier à leur poser ce soir, avec votre expérience, bien sûr, avec votre vécu du sucre? Ouais, j'en ai une, c'est pourquoi laisser autant de possibilités au lobby du sucre de faire des pubs qui sont... Elles sont pas mensongères, les pubs qu'ils font, mais sont un peu désinformatives quand même. Sur le côté vitamine D que ça donne, le côté c'est plein de bonnes choses quand même, un bon petit-déj du matin, c'est un bol de céréales et 2 cuillères de chocolat dedans. Pourquoi on laisse faire encore ça alors qu'on connaît tous les effets néfastes que ça a? Voilà. Aurélien Rousseau, vous voulez lui répondre? Je pense qu'on est... bonsoir d'abord, et Bonsoir. merci de ce témoignage. Moi, je ne témoignerai pas, mais mon physique avantageux sans doute montre que j'ai quelques difficultés à résister. Mais je pense qu'on est dans une période très compliquée en termes de santé publique, qui est ce moment où, quand on veut intervenir sur des sujets comme celui que vous décrivez, on va être perçu comme ceux qui, pour reprendre une expression, emmerdons les Français. En fait, on emmerde les gens en allant contre de leur plaisir. Il y a cette balance. Et même le début de l'émission, cette comparaison avec la drogue, même si le professeur Benhamina montre bien ce que c'est les circuits dont on parle, le mode de satisfaction, n'en font pas de la cocaïne. Mais du coup, il y a un côté polarisé qui fait que quand vous dites, en fait, on parle juste de santé publique, on parle de public extrêmement fragile. C'est comme les puffs, quand je vois la bombe spray, ou je ne veux pas citer des... Voilà, on attire en jouant sur des codes. Et quand on est à l'Assemblée, l'exemple qui a été montré n'est pas le plus révélateur. Il y avait unanimité. En fait, c'est très dur. La taxe soda, le Nutri-Score... C'est des batailles sans nom, parce qu'on dit, vous essayez d'ennuyer les Français, c'est quand même un des fleurons de notre industrie, mais oui, on va payer tout ça cher. Et je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas réussi, vraiment, et pour moi c'est la clé, c'est de sortir ce désir de sucre, ou en général, par exemple, l'obésité, de la culpabilisation. On n'a pas choisi d'être gros.
On doit quelquefois le traiter comme une maladie, avec des process, vous avez fait vos ajustements, mais il faut qu'on sorte de l'idée que, à la fin, c'est l'individu qui est responsable. Quand on est matraqué de ces pubs qui passent devant nous, en fait, on a du mal à résister. Donc, la difficulté aujourd'hui, c'est ça, c'est ce côté, vous allez toucher à l'industrie et vous allez emmerder les gens, et c'est les gens qui doivent être responsables. Mais en fait, non, parce que derrière, il y a du fric. Enfin, c'est tout. Ceux qui font ça, ils font ça pour faire du fric. Ça, je me doute. Pour le... Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, c'est difficile. Et ce combat de la prévention, je termine par ça, c'est-à-dire, si on ne mange pas de façon abusive de tous ces produits, on va éviter d'être malade. En France, on est très, très en retard sur ça. En France, le soin, la santé, c'est le soin. C'est les lits d'hôpitaux, c'est le nombre de lits de réa. Vous vous rappelez, pendant le Covid, on disait combien il y a de lits de réa. Et l'idée de dire, en fait, la première base de la santé, c'est de ne pas tomber malade. C'est la prévention. C'est la prévention. Et c'est du dur, c'est pas un truc, c'est pas une cerise sur le gâteau sans sucre. C'est le cœur de ce qu'on doit faire pour que notre système tienne. Et ça, pareil, c'est une bataille, je dis le mot idéologique, qu'on n'a pas gagné, qu'on est loin d'avoir gagné ensemble, encore. Donc voilà, il y a tout ça, et c'est très dur parce que vous arrivez à dire, non, je ne vais évidemment pas recevoir un lobbyiste de la cocaïne, mais un lobbyiste de l'industrie. Bon voilà, donc moi je les reçois pas parce que j'ai peur qu'ils m'amènent des goodies, mais ça peut arriver. Il faut se battre pied à pied, et c'est pas facile dans l'hémicycle à l'Assemblée. Je pense Xavier dira, au Sénat c'est pareil. C'est dur aussi au Sénat. C'est même plus dur au Sénat parfois. Pourquoi ? Parce que au Sénat, on est les représentants des territoires. Et donc, dans les territoires, il y a aussi les agriculteurs, les betteraviers, et notamment les betteraviers. Et moi, j'ai déposé plusieurs amendements depuis 4 ans sur la question du sucre, même quand tu étais ministre de la Santé. Et j'ai réussi parfois à faire passer un certain nombre d'amendements pour cette fameuse taxe comportementale. Alors, c'est vrai que quand on fait une taxe comportementale, on a toujours l'impression d'emmerder en fait les Français. Expliquer la taxe comportementale, c'était une taxe en fait qui était basée sur le taux de sucre que les industriels mettaient dans les produits transformés et surtransformés. Parce qu'en fait, du sucre naturel, quand c'est du sucre naturel, on ne va pas l'enlever le sucre. Mais par contre, le sucre ajouté, notamment dans les produits transformés, quand on achète un hachis parmentier, par exemple, fait par l'industrie agroalimentaire, on ne s'attend pas à manger du sucre. En fait, voilà. Et pourtant, il y en a. Et pourtant, il y en a plein. Donc, pareil, moi j'ai déposé l'année dernière dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale un amendement que j'ai réussi, pour le coup, à faire adopter par le Sénat sur l'interdiction du sucre ajouté, justement, dans les produits pour nourrissons. On a réussi à le faire voter au Sénat, et ça a sauté au moment du 49.3 et l'accord le non-accord d'ailleurs avec l'Assemblée nationale. Donc là, c'est effectivement rageant, et c'est pour ça que moi je salue l'initiative du député Cyril Isaac-Sibyl, avec qui je travaille justement sur cette question du sucre. C'est lui qui portait la semaine dernière cette proposition de loi. Et je pense qu'effectivement, ça va dans le bon sens, mais c'est un travail vraiment... Enfin, les petites victoires que nous avons sur uniquement les petits pots, là on a quand même, je regardais tout à l'heure, on a sur des yaourts pour bébés de 8 mois, on a 10 grammes de sucre pour 100 grammes de produits. Je crois que c'est un sujet qui inquiète particulièrement Alexandra. Où êtes-vous, Alexandra ? Vous avez un micro ? Alexandra, vous avez 2 filles, dont une petite de 7 mois, c'est ça ? J'ai un petit garçon de 4 ans et une fille de 7 mois, oui. Bon, et les petits pots alors ? Vous regardez ? Alors, je regarde, et tout ce qui est salé, je fais maison au maximum, parce que c'est ce qui me rassure le plus. Et pour le sucré, quand c'est laitage, c'est un peu plus compliqué. Je fais des petites compotes, mais c'est vrai que le maison, ça prend beaucoup de temps. Donc, j'aimerais pouvoir faire confiance aux industriels, mais j'ai un peu l'impression d'empoisonner mon fils aîné et ma fille. Donc, j'aimerais avoir cette rassurance. Vous avez l'impression de l'empoisonner, c'est hyper fort de dire ça, mais vous avez identifié les poisons sur l'étiquette ? Non, justement, c'est parce qu'on est dans l'invisible, donc c'est encore plus dur d'être dans le flou.
en fait. Qu'est-ce que vous voudriez, vous ? Avoir cette transparence pour avoir moins de charge mentale, du coup, parce qu'en fait, on pense à tout. Mais en tant que maman, on a déjà beaucoup de choses à penser. Et avoir un étiquetage qui soit plus facile, compréhensif aussi, en tant qu'humain. Et avoir cette transparence. Ouais, cette transparence, exactement. En préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie demande de transparence, d'information, d'étiquetage. Et quand on voit les difficultés qu'il peut y avoir avec le Nutri-Score, on se dit, les industriels de l'agroalimentaire, ils peuvent dormir tranquilles, ils vont continuer à faire les étiquettes qu'ils veulent pendant encore un moment. Vous avez des moyens d'action ? Mais alors déjà, il faut savoir que 60% des produits en France utilisent le Nutri-Score. Mais comme ce n'est pas obligatoire, en fait, il y a plein d'industriels qui refusent de mettre le Nutri-Score. Et généralement, quand il n'y a pas de Nutri-Score sur un produit, c'est que c'est du Roquefort. Voilà. Non. Alors moi, je mets à côté les produits AOP. C'est eux qui ont empêché la généralisation du Nutri-Score, on est d'accord ? Pas que, non. L'industrie agroalimentaire a aussi fait son œuvre et vous pouvez voir des gâteaux, justement, notamment, des gâteaux sous boîte, en fait, qu'on trouve au supermarché. Il y en a plein qui n'ont pas le Nutri-Score parce qu'en fait, ce serait toujours du E systématiquement. Mais même ceux qui l'ont, le Nutri-Score, c'est quasiment tous du E, enfin du D ou du E. Donc il y a un vrai problème d'étiquetage et de visibilité. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut quasiment être chimiste pour comprendre l'étiquette de la composition. Mais au-delà de l'étiquette du Nutri-Score, peut-être que certains d'entre nous, on peut se permettre de regarder le Nutri-Score et de prendre des produits qui sont moins mauvais, pour ne pas dire meilleurs. Mais en fait, la réalité, c'est que quand on a très peu de moyens, en fait, on regarde surtout l'étiquette du prix. Et on se rend compte que l'étiquette du prix, généralement, correspond à un Nutri-Score qui est quand même très mauvais. Et donc, c'est là où il faut travailler. Parce que moi, j'avais fait des propositions pour avoir une TVA différenciée. C'est-à-dire que plus le produit est bien noté, moins la TVA est présente, et inversement. Et donc, c'est aussi incitatif parce que, en fait, il n'y a que ceux qui ont les moyens qui pourraient bien se nourrir, en fait, en gros, dans notre pays. Et donc, il y a tout un travail, effectivement, à faire avec l'agroalimentaire. C'est pour ça que moi, je suis favorable à ces taxes comportementales qui peuvent être changées. C'est-à-dire, moi, j'avais travaillé sur une contribution sur les marges de l'industrie agroalimentaire qui était calculée sur le sucre. Alors, c'est un peu une usine à gaz, pour le coup. Mais ça permettait aussi à l'industrie agroalimentaire de faire des efforts et de les pousser. Le ministre nous parlait tout à l'heure qu'on reçoit effectivement un certain nombre de lobbyistes au sein des assemblées. Moi, j'ai reçu effectivement un gros industriel des gâteaux et des produits sucrés. Il me disait, mais monsieur le sénateur, en gros, il ne faut pas être trop contre nous. Nous, on fait beaucoup d'efforts. Là, on s'engage à faire moins de 5% de sucre sur 10 ans. Je dis, mais vous êtes sérieux ? Vous venez de me vendre le fait de faire moins 5% sur 10 ans sur des produits qui sont avec 20 grammes de sucre dans le meilleur des cas, 20 grammes de sucre sur 100 grammes de produits. Enfin, mais quand vous leur dites ça, quand vous lui dites, vous plaisantez, ils vous en fait, ils ne s'attendent pas déjà à ce qu'on leur dise ça, parce que je pense qu'il y a aussi un principe de... Comme c'est des gros, généralement... Il est venu avec des goodies ? Alors oui, enfin... non, je pense que... Il est venu surtout parce que moi je porte un certain nombre de combats, et notamment contre l'industrie agroalimentaire et sur le sucre ajouté. Donc en fait, je pense qu'il ne s'apprêtait pas à porter des gâteaux ou des céréales. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire, elle a les moyens de baisser le taux de sucre. Elle le fait. Elle l'a fait sur un certain nombre de céréales. Je ne vais pas citer les marques pour ne pas faire de la publicité. Mais quand on est passé d'un certain nombre de céréales d'une grande marque du Nutri-Score C au Nutri-Score A, parce qu'ils ont revu les recettes. Et donc et ça a été un argument marketing d'ailleurs, pour vendre plus, parce qu'ils se sont dit, regardez, notre produit, il est mieux noté, on a fait un effort. Donc ça veut dire que l'industrie agroalimentaire peut le faire. Regardez, je vais vous présenter Clémentine. Clémentine, vous souriez. Clémentine, elle est ingénieure et docteure en sciences des aliments. Le sénateur parlait d'une marque de céréales dont le Nutri-Score est A, qui a modifié sa recette pour faire baisser le taux de sucre notamment. Mais le sucre, il sert à quelque chose là où on le met, y compris dans les produits salés.
Oui, effectivement, on parle des sucres, parce qu'en fait, c'est tout dans une liste d'ingrédients, c'est tous les ingrédients qui se terminent en ose. Donc, on a le saccharose, qui est effectivement le sucre de table. Effectivement, ces sucres, ils ont plusieurs rôles. Ils ont bien sûr le rôle d'apporter cette saveur sucrée, d'apporter de la rondeur, d'être exhausteur de goût, d'apporter du coup, effectivement, peut-être plus de plaisir à des plats qui pourraient être peut-être un peu insipides, vu que c'est fait peut-être pas à la maison, justement. Mais ils ont aussi un rôle de conservateur, on le sait, hein, c'est comme un peu le sel. En venant capter l'eau des aliments, en fait, ça permet de conserver. On le voit, hein, quand on fait des confitures maison, si on ne met pas assez de sucre, c'est moisi en l'espace de 2 mois. Donc voilà. Et un des derniers rôles, c'est effectivement de jouer sur la texture et sur l'onctuosité d'une crème glacée, le croquant d'un chocolat. Après, là où je rejoins le sénateur, c'est qu'effectivement, je pense que oui, les industriels ont la possibilité d'ajuster ça. Et je trouve que des initiatives comme le Nutri-Score, comme des applications qui permettent de scanner et de savoir effectivement, OK, mon produit, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, ça les pousse forcément effectivement à venir mettre la juste dose. Parce qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas réduire ça à juste, il faut supprimer le sucre. Parce que déjà, il a un rôle, que parfois, avec un ingrédient, on va avoir 3 fonctions dans l'aliment. Et si on le supprime, en fait, ça veut dire qu'il va falloir rajouter potentiellement 3 ingrédients de plus dans notre formule qui ne vont pas forcément être beaucoup plus sains. Je pense, par exemple, on va faire des produits sans sucre, mais avec des édulcorants. Et on voit qu'il y a un nombre quand même croissant d'études qui montrent l'impact des édulcorants sur la santé, sur l'apparition des cancers ou des choses comme ça. Donc, en fait, c'est remplacer finalement un poison ou une drogue par quelque chose qui n'est pas forcément beaucoup mieux, ou ça va être effectivement d'ajouter des conservateurs de synthèse ou des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a une vraie responsabilité des industriels. Il y a une question de coût, c'est-à-dire que le sucre en lui-même... Oui, il y a une question de coût, ça je suis effectivement d'accord. Après, quand on supprime un ingrédient qui ne coûte pas cher, mais pour en rajouter 3 ou 4 qui... finalement, voilà. Mais il y a une vraie responsabilité, oui, je pense, des industriels sur la juste utilisation du sucre. Et après aussi, malgré tout, je pense une éducation aussi à faire sur les consommateurs et se dire que oui, bien sûr, un gâteau aura toujours un Nutri-Score qui sera mauvais parce que c'est un gâteau et que donc il faut pas en manger trop. Alors c'est facile à dire, mais je pense qu'il y a vraiment aussi une vraie éducation et de se dire oui, une sauce tomate, elle va être acide et je vais pas aller y mettre du sucre dedans parce que ça vient de la tomate qui est acide. Donc je pense qu'il y a à la fois une responsabilité des industriels et une éducation à faire. Et ça, une éducation à faire, je pense aussi vraiment dès le plus jeune âge. Et à faire des choses à faire peut-être justement au niveau... de ne pas les habituer trop tôt je suis tout à fait au d'accord. sucre ajouté qui n'est pas nécessaire, notamment dans les petits pots ou les yaourts. C'est le sens des propositions de loi qu'on a vues ces derniers mois et encore jusqu'à la semaine dernière. Ces propositions de loi qui a été adoptée la semaine dernière à l'Assemblée nationale justement pour interdire le sucre ajouté dans les aliments pour enfants. Amine Benyamina, en termes d'addiction, il faut commencer tout petit à ne pas tomber, comme c'est arrivé à Anthony, en fait, dans le sucre, comme Obélix était tombé dans la marmite, en fait. Alors, l'addictologue de service de ce soir va vous donner des règles toutes simples. Tout ce qui est précoce a tendance à construire une addiction pour plus tard, quel que soit le produit. Avant 15 ans, on a une espèce de porosité de ce fameux système, une sensibilité qui fait qu'au départ, lorsqu'on a une habituation, une espèce de conditionnement à la fois biologique et comportemental, on a plus de risques de devenir dépendant. Donc là, vous êtes en train de m'expliquer qu'un enfant qu'on prive de bonbons, quand il aura les moyens de s'en acheter, il se ruera sur les bonbons. Il y a 2 façons de voir les choses. Il y a la partie biologique et le comportement. C'est vrai que lorsqu'on prive un enfant, on augmente sa curiosité. Dès lors qu'il a la capacité d'acheter, il ira acheter, il mangera en cachette plus que les parents ne peuvent imaginer. Je pense que c'est toujours la mesure qui est intéressante. Priver quelqu'un d'un produit, il va fantasmer sur ce produit, il le consommera encore plus lorsqu'il aura la possibilité de le faire. S'il va dans un anniversaire avec ses potes, il va en manger plus que les autres parce qu'il est privé à la maison. Ce qui est sûr, c'est qu'avant 15 ans, en général, les cohortes parlent d'avant 15 ans, ce système de récompense est très sensible aux produits qui viennent le stimuler. Le sucre en fait partie. Et donc, on a plus de risques de développer une dépendance plus tard. C'est pour ça ce qui a été dit extrêmement important. Pourquoi saturer en sucre des produits pour les enfants, pour les bébés ?
Pourquoi saturer? Parce que je pense que l'industrie du sucre n'est pas naïve. Elle sait parfaitement qu'en mettant un peu plus de sucre qu'il n'y paraît, elle a plus tard des consommateurs qui sont plutôt fidèles. J'ai lu qu'aux États-Unis, on appelait ça l'effet Pringles. Évidemment, on a la même chose. Je fais une comparaison qui est peut-être osée, mais c'est une réalité. On a la même chose avec, par exemple, la nicotine. Aurélien en parlait, les puffs, les machins. L'industrie de la nicotine a mis sur le marché des puffs en disant c'est pour éviter qu'ils fument. En vérité, on les initiait à la puff. C'est la même chose. Lorsqu'on était, à un moment donné, moi, quand j'étais gamin, on avait les cigarettes en chocolat. Il n'y avait pas de nicotine, mais on avait une espèce de porosité vis-à-vis de la cigarette qui était du chocolat. Alors, et heureusement, les législateurs ont fait interdire ça. Absolument, mais tout ça n'est pas naïf. Mais Aurélien Rousseau. Mais je pense qu'il y a un point, mais ça a été dit, mais les industriels, à la fin, à la différence de l'État, eux, ils n'ont pas de contradiction entre des objectifs qui sont à la fin, ils veulent gagner du fric. Et donc, ce qu'on voit quand même... Oui, ce n'est pas des associations à but non lucratif. Mais ce qu'on voit du coup, c'est que si on est extrêmement ferme, par exemple sur le Nutri-Score, et on se fait battre régulièrement dans les amendements qu'on porte les uns les autres pour l'étendre, eh ben, on a ces comportements où ce n'est pas tout à coup que la grande marque est devenue humanitaire. C'est qu'elle se dit... je vais aller chercher des consommateurs sur d'autres valeurs, principes, etc. Et deuxième point que je voudrais dire, c'est on se fait aussi, pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Anthony, on se fait aussi attaquer sur le fait, en fait, c'est vos trucs de bobos parisiens, quand on est pressé, on a du boulot, donc on donne à manger des trucs tout préparés, on en passe tous par là. Mais il n'y a pas un côté, la réalité, c'est que l'obésité aujourd'hui, c'est une maladie de la pauvreté. La cartographie de l'obésité, elle se superpose à la cartographie des inégalités sociales. Et l'obésité, ce n'est pas juste une maladie stigmatisante, c'est une maladie dont on meurt. La mortalité dans le Covid, c'est l'obésité. Et du coup, il faut, et c'est là que la politique, et on est parfois en difficulté, moi, lorsque j'étais ministre, j'ai décidé l'augmentation encore du paquet de cigarettes. Ça a été un combat d'une violence inouïe. Et depuis quelques années, à peine, on s'aperçoit que ça y est, la consommation baisse aussi dans les milieux les moins favorisés. Parce qu'on avait cette objection qui dit, ce que vous allez faire là en surtaxant, en fait, les gens qui ont les moyens, ils vont ajuster leur comportement, en fait, paradoxalement, alors qu'ils pourraient se payer les trucs plus chers, mais ils comprennent, voilà, donc ils ajustent leur comportement, mais les gens modestes, eux, ils vont continuer à bouffer des trucs pourris. Or, aujourd'hui, mais on le voit aujourd'hui sur la cigarette, ça y est, la consommation on va vers une génération sans tabac. Et vous, je crois que vous avez porté une proposition de loi pour une génération sans sucre. Oui, on est dans cette ambition-là. Alors, peut-être que le terme n'est pas le bon, parce que, comme le disait Amine, il y a une question de mesure, d'équilibre, et ce n'est pas la peine de faire du sucre, de dire, il y a le côté poison, c'est les aliments ultra transformés, en général. Et puis, il y a aussi... vous le disiez, madame, à l'instant, il y a aussi de l'éducation et puis un peu j'assume ça, un peu de responsabilité. Je fais l'exercice, moi, en ce moment, en tant que parent, je me dis, je suis accro, pour le coup, beaucoup plus qu'au sucre, au téléphone portable. Je pose mon téléphone et le temps que je n'utilise pas à regarder Twitter pour voir Miroir, mon beau miroir, je vais faire... des gâteaux ou de la nourriture avec mes enfants. C'est bien meilleur. Enfin, c'est pas forcément meilleur au goût, mais c'est bien meilleur diététiquement. Ça fait un moment privilégié. Mais j'ai dû travailler sur une autre addiction, celle au téléphone portable et l'addiction de toute la famille au téléphone portable. C'est là que c'est un Il faut choisir entre l'addiction au gâteau et l'addiction au téléphone. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi une responsabilité de parents. Mais nous-mêmes, on est des générations où on a été élevés dans des trucs encore plus pas terribles que ça. On doit se forcer. Et il y a des petits trucs qui ne dépendent pas de ce que le législateur va voter. On ne va pas voter pour dire posez vos téléphones portables et faites des
cookies avec vos enfants. Et pourtant, c'est aussi l'éducation au goût, le plaisir. Il y a aussi des systèmes de récompense psychique. Manger ce qu'on a préparé, c'est inouï comme plaisir. Xavier Iacovelli. Il y a effectivement ce qu'on peut porter comme proposition de loi, et puis il y a aussi des programmes qui existent aujourd'hui et qui sont à disposition, notamment parce que moi je crois effectivement à la prévention, je crois à l'accompagnement, à la parentalité, et ça, c'est sur tous les domaines, c'est-à-dire que c'est pas seulement sur l'alimentation, mais parce qu'en fait on n'est pas des animaux, donc en fait c'est pas inné de devenir parent, ça s'apprend parce qu'on a eu nous-mêmes des parents qui ont été aimants et qui nous ont donné des bases, mais parfois on n'a pas cette chance-là, et donc il faut qu'on puisse être aidé à cette parentalité. Et donc ça passe par la prévention. Comment est-ce qu'on accompagne les parents là-dessus? Comment est-ce qu'on contraint l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire à ne pas nous empoisonner? Moi, je prends toujours ce terme, donc je le plus sois quand vous en parlez. Et puis, il y a question aussi de les habitudes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 87% des adolescents sont sédentaires. C'est-à-dire qu'il y a l'addiction aux écrans. Mais en fait, il n'y a plus du tout d'activité sportive, il n'y a plus de sport obligatoire comme on pouvait l'avoir avant, ou en tout cas cette activité à l'extérieur. Pourtant, j'ai souvenir d'un président qui voulait 30 minutes de sport par jour à l'école. Mais on l'a mis en place, sauf que ce n'est pas forcément respecté partout. Et donc, on a aussi un vrai problème. Donc, c'est plusieurs facteurs. Il y a à la fois une augmentation des produits sucrés. Il y a un chiffre qui m'a toujours marqué, c'est un enfant de 8 ans aura à 8 ans, à manger déjà plus de sucre, 10 fois plus de sucre que ses grands-parents sur l'ensemble de leur vie. Vous voyez, ça reprenait en fait le nombre de sucres que vous aviez en début d'émission. Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème, il y a un vrai problème de santé publique, il y a un vrai problème aussi de coûts pour la collectivité. Tout à l'heure, vous parliez de 27 milliards de dépenses supplémentaires, mais le surpoids, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 par exemple, c'est 125 milliards pour la sécurité sociale tous les ans. Donc à l'heure où on cherche des économies et où on cherche à on va dire, faire en sorte que notre système de santé, notre système de solidarité ne s'effondre pas, je pense que la question de la prévention et de la lutte contre les addictions, et notamment la question du sucre, est primordiale. Marie-Christine, elle est diététicienne. Si vous voulez la voir, elle est à Ivry-la-Bataille, c'est dans l'Eure. Vous faites justement, vous, des formations à destination des professionnels de la petite enfance. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on y apprend ? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on y apprend ? En fait, déjà, j'essaye de faire déculpabiliser, on va dire, les professionnels. Parce que bien souvent, effectivement, on dit le sucre, non, c'est un poison. Alors, en fait, c'est pas forcément un poison. Il ne faut pas oublier quand même que le sucre, c'est le carburant essentiel en fait de nos cellules. Il aide à la contraction musculaire, par exemple, pour le sportif. Il aide aussi, c'est le carburant qu'utilise notre cerveau. Donc, il ne faut pas forcément supprimer le sucre de l'alimentation. Peut-être juste savoir le doser. Et je rejoins effectivement par rapport à des parents complètement angoissés sur le fait qu'il y a du sucre caché dans les aliments. C'est surtout ça, en fait. Et ce qu'ils demandent, c'est beaucoup plus de clarté, savoir mieux décrypter, en fait, les étiquettes. Et moi, je vois aussi, quand je leur fais travailler justement sur le décryptage des étiquettes, savoir effectivement comment bien lire, identifier. On voit les allergènes, ils sont mis en gras, ils sont surlignés. Pourquoi ne pas faire pareil avec le sucre, éventuellement ? Pourquoi tous les sucres qui sont cachés, qui effectivement ont des noms barbares, on va dire, on ne sait pas trop les identifier. Donc nous, professionnels de la santé, on sait effectivement les trouver, mais les autres professionnels ne le savent pas, en fait. On ne va pas donner des cours à l'école pour expliquer aux enfants ce que c'est maltodextrine. Enfin, quand on se penche sur des étiquettes, pardon, mais vous avez tellement raison. À moins d'être ingénieur. C'est fait pour ne pas être compris. Hein. Voilà. Oui, c'est le principe. Là aussi, il y a peut-être un levier d'action auprès des industriels de l'agroalimentaire de dire, alors écoutez, c'est simple, si vous avez mis du sucre, quel que soit son nom, il faut le dire. Et si je peux me permettre aussi, moi, quand je vois ça par portion, 35 grammes, qui mange 35 grammes de cette portion? Je reviens sur les céréales, par exemple, du petit déjeuner. C'est marqué 30 grammes. Aujourd'hui, il se trouve que c'est une tranche de jambon, figurez-vous. C'est l'étiquette d'une tranche de jambon qui fait... Donc le jambon fait 35 grammes. Voilà. Tout à fait. Seulement, on voit don sucre avec un S. C'est pas sucre tout seul. Le sucre tout seul, c'est le saccharose. Et le sucre, en fait, tous ces sucres cachés, effectivement, là, si on regarde, on sait que c'est le dextrose, mais le parent, il ne sait pas que c'est du dextrose. D'accord ? Alors là, je me tourne vers l'ingénieur. À quoi ça sert le sucre dextrose dans du jambon, dans le micro ?
Je dirais en partie à la conservation. Je pense que c'est aussi peut-être pour garder de l'eau dans le produit et peut-être augmenter le poids. Voilà, il y a pas mal d'utilité. Enfin, d'utilité Oui, d'utilité. Pas utile pour nous, mais non, utile pour voilà, l'industriel. C'est ça, exactement. Mais juste, parce que parfois, c'est quand même intéressant de voir, on est tous d'accord. Donc il y a bien des gens qui ne sont pas d'accord, sinon tout ça passerait... C'est pour ça que vous êtes là, pour nous expliquer. Non, mais Quel est le chaînon manquant? C'est très intéressant. C'est que, pardon, je reviens sur ça, mais, et c'est le grand sujet de santé publique, c'est-à-dire on dit laisser la liberté aux gens. Si les gens veulent s'empoisonner ou veulent manger pour pas cher, ils mangent pour pas cher, etc. Moi, je crois que évidemment, la valeur de la liberté est immense, mais ça, en contrepartie, on n'est pas éclairé sur ce qu'on fait. Et les citoyens, les parents, on est intelligents. Donc en fait, ça, c'est fait pour être de l'assyrien, ou du copte, ou de l'égyptien. C'est fait pour qu'on ne comprenne pas. Et le combat, c'est de mettre en situation les gens de pouvoir choisir, de pouvoir avoir des alternatives, de pouvoir savoir ce qui est meilleur, ce qui permet ensuite, quand vous faites votre petit équilibre, voilà, de vous dire... Un choix éclairé. J'ai fait un choix éclairé et je peux me faire des plaisirs coupables par moment. Voilà, mais du coup, c'est ce combat qu'il faut mener avec, dernier point, moi j'en suis convaincu, on dit, tu disais Xavier tout à l'heure, nos agriculteurs, nos betteraviers, mais notre pays en général, on ne s'en sortira jamais face aux mastodontes mondiaux autrement qu'en faisant de la qualité et en jouant sur ça. Et donc il y a un moment où l'intérêt économique, moi je l'espère, va rattraper ces grands industriels, parce qu'ils verront que c'est leur intérêt de faire cette transformation. Mais il faut cartonner. Xavier Iacovelli, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi je mettrais un bémol sur la question de la liberté. Moi je suis aussi très attaché à la liberté de choix des consommateurs. Voilà. Sauf que je trouve qu'aussi notre responsabilité en tant que pouvoir public et de législateur, c'est de faire en sorte que cette liberté, elle ne soit pas nocive, entre guillemets, pour les consommateurs et pour les Français, et qu'elle ne soit pas nocive et toxique même pour les finances publiques. Et aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que cette liberté, si elle n'est pas encadrée, on a une liberté d'aller et venir, de conduire ou pas. Et pourtant, il y a des règles. On a maintenant l'obligation de mettre la ceinture. Quand on était plus jeune, je crois qu'on ne l'avait pas, cette obligation. Maintenant, ça c'était des chariots. Les chariots, oui, c'est ça, ouais. Et donc, non, mais je veux dire, tout ça, ça a évolué, et donc il faut qu'on puisse aussi évoluer pour protéger avant tout les Français, la santé des Français, mais protéger aussi les finances publiques et notre modèle social sur lequel on est tous attachés, mais qui risque d'exploser si on ne fait pas quelque chose dessus. Et je parlais tout à l'heure d'un programme, il y a un programme européen qui a été mis en place, notamment à destination des collectivités territoriales, c'est un programme qui s'appelle lait et fruits. Et en fait, qui permet de financer les collectivités territoriales qui, pour les goûter dans les écoles, plutôt que de mettre des gâteaux et des choses comme ça, fournit du lait et des fruits. Donc finance en fait les communes pour ça. Et ça, c'est très peu utilisé par les communes parce qu'encore une fois, il n'y a pas la publicité qui est mise en avant. On ne s'est pas parlé avant, monsieur Iacovelli. Non, pas du tout. Il y a dans le public Fouad. Fouad, vous êtes directeur de la mission périscolaire à Nantes et vous, justement, votre combat, si on peut le dire, c'est le goûter. Ah. Oui, tout à fait. C'est le goûter. Le goûter salé, c'est mieux. Alors, salé... et sous différentes formes, j'ai envie de dire. Mais j'ai entendu beaucoup de propos très intéressants depuis le départ et j'aimerais réagir en fait sur la notion d'engagement, puisque la ville où j'interviens, la ville de Nantes en l'occurrence, est une ville très engagée, notamment sur la question de l'alimentation. Depuis de nombreuses années maintenant, il y a diverses actions qui viennent traiter cette question de l'alimentation et de la santé. On a sur place, par exemple, des dispositifs, et en particulier à l'échelle des enfants, puisqu'on parle des enfants, dans ce cas de figure, sur la question du goûter, des dispositifs qui visent à labelliser avec UNICEF une ville amie à hauteur d'enfants. Il y a toute une réflexion aussi sur le sujet de la restauration avec la labellisation EcoCert en cuisine. Ce que je veux dire par là, c'est que
la question du goûter, elle est aussi primordiale. C'est un temps qui est, au même titre que le petit déjeuner, que le déjeuner ou que le repas du soir, important. C'est 15% des apports journaliers quand même pour l'enfant. Et c'est vrai que chez nous, c'est important d'avoir cette représentation de ce que joue le goûter. On a travaillé à un dispositif qui vise notamment à améliorer les aspects nutritionnels au niveau du goûter avec la ville de Nantes, avec le service de diététique, notre chargé de mission pédagogie et qualité. Et on est parti du constat que les goûters fournis généralement par les parents, que ce soit dans les quartiers populaires, mais aussi dans les quartiers intermédiaires, voire parfois dans les centres-villes, même s'il y a un gros rapport d'inégalité, je l'entends, mais on est parti du constat que les goûters étaient trop riches en sucre, saturés, gras. Et à partir de là, on a réfléchi à une manière de transformer les pratiques. Et dans la transformation des pratiques, ça passe du coup par une réflexion qui vise à mieux organiser le goûter en limitant du coup les protéines, en favorisant un meilleur apport de fibres, en maîtrisant la quantité de glucides complexes. Les familles, aujourd'hui, quand elles vont dans des magasins, elles ne repèrent pas, elles repèrent mal. Elles vont aller facilement vers des produits transformés au lieu d'aller vers des produits dits non transformés. Elles ne repèrent pas le Nutri-Score. Donc il faut les accompagner, il faut les aider. On voit aussi pas mal de choses. Je pense que les familles font de plus en plus attention au Nutri-Score. Mais c'est difficile pour elles parce qu'elles ne comprennent pas forcément les étiquettes, et y compris quand on est alerte sur le. Mais alors moi je suis très curieuse, vous leur donnez quoi au goûter ? On leur donne du coup des choses simples, faciles à absorber, yaourt, lait, céréales, des fruits, du pain, et ça se passe très bien en fait. Ça se passe très bien. Et en accompagnant l'enfant, du coup, on modifie les pratiques parce que les enfants, ils sont capables en fait de gérer. Ça passe, ils boudent pas quand vous leur supprimez les gâteaux, tout ça, ça va. Ça peut être difficile parce que il y a les effets du marketing, il y a les effets de l'accoutumance, il y a les effets du déséquilibre alimentaire qu'on absorbe aussi quand on décide de transformer les pratiques. Donc ça prend du temps, mais il faut s'engager, il faut pouvoir le faire. Et aujourd'hui, on manque cruellement d'engagement au niveau de l'État pour accompagner les collectivités sur ce sujet-là. Marie-Christine, la diététicienne à vos côtés, Fouad voulait réagir. Le goûter. Oui, moi je voulais réagir sur le goûter. Je ne sais pas si vous avez vu les packaging. Avant, les gâteaux, ils n'étaient pas en étui, en sachet. Aujourd'hui, vous avez des gâteaux, des marques de gâteaux, où vous avez quand même 8 gâteaux par étui. C'est pas normal. Et ce qui fait que dans le paquet, vous avez 2 étuis de 8 gâteaux. Le parent, qu'est-ce qu'il fait ? Il va mettre un étui dans le sac de l'enfant. Sauf que l'enfant, il peut très bien manger un gâteau au goûter, il n'y a pas de souci. Mais 2, ça lui suffit en fait. Il n'a pas besoin de manger les 8. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas les jeter en fait. Donc, il va les consommer. Donc là, le problème, il est là. Moi, j'ai vu cette transformation. Ça fait 30 ans que je suis diététicienne, d'accord ? Je suis maman d'enfants qui sont âgés aujourd'hui de 22 ans. Et je l'ai vu, cette transformation. Un jour, j'ai voulu... ils voulaient des gâteaux au goûter. Bon, OK, pourquoi pas. J'avais les 2 paquets de gâteaux similaires, la même marque, similaire, l'un à côté de l'autre. J'en avais un, ils étaient en rangée classique, on va dire. Et les autres à côté, ils étaient en étui. Non seulement il me coûtait plus cher de les prendre en étui et j'en avais moins en termes de quantité. Donc la problématique, elle est là quand même. Pourquoi ils ont mis des gâteaux en étui ? Donc moi, je conseille aux parents, en fait, tout simplement, de les enlever des étuis pour sensibiliser justement leurs enfants et ne pas les habituer. Parce que maintenant, il y a même des marques qu'on ne trouve plus sans étui. Mais complètement, mais c'est ça. Donc moi, je leur dis bien aux enfants, il ne faut pas culpabiliser les parents non plus de donner des gâteaux aux enfants. Donc souvent, moi, quand je reçois des enfants en consultation au cabinet, en fait, on essaye de travailler là-dessus, plutôt que de les culpabiliser, de dire le sucre, c'est pas bon, tout ça, c'est important. Benhamina, on est en plein dedans là, avec carrément, d'étui. Oui. Parce que là, on parlait de l'étiquetage, mais... Finalement, on arrive à l'emballage maintenant. Alors, je voudrais dire un mot. Je pense que ça a été un peu dit, mais je voudrais le signaler. Un des arguments de l'industrie agroalimentaire, c'est il faut nourrir les Français pas cher. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est plus ou moins envahi. Et c'est comme ça par
les produits transformés qui sont moins chers, qui permettent à des Français qui ont des revenus pas terribles ou bien qui peuvent manger comme tout le monde. Simplement, le fardeau social est beaucoup plus important qu'on ne peut l'imaginer. Vous l'avez montré au départ. Cette alimentation hyper sucrée, hyper transformée est à l'origine de maladies graves qui coûtent à la société bien plus cher que si on faisait l'option d'une alimentation saine, non transformée et de proximité. Ouais. Et je pense que là-dessus, il faut vraiment être très clair. On avait... je parle d'un argument, d'un lobby, d'une industrie connue, celle de l'alcool, qui ne m'aime pas beaucoup, mais que j'aime beaucoup. Vous savez, l'alcool coûte 105 milliards d'euros tous les ans en France. Elle rapporte 30 milliards. Je ne dis pas qu'il faut arrêter à arracher les vignes, ce n'est pas ça la question. Mais si on arrive à faire un travail d'information et de régulation, évidemment, on peut arriver à équilibrer. C'est exactement la même chose que j'entends avec la question du sucre, la question de la conservation, parce qu'ils vous disent, évidemment, on met sur le marché des produits qui ont besoin d'être conservés par du sucre, par du sel, ça permet aussi aux gens de pouvoir les stocker, ça permet aussi, sur le volume, de vendre moins cher. Et au bout du oui, bout, mais on voit bien que là, personne n'est dupe de cette histoire d'étui. Oui. Alors, il y a peut-être une facilité à emporter, de moins en moins, vous avez raison, le goûter qui ne va pas s'écraser au fond du cartable aussi. Mais est-ce qu'il y a besoin de faire 2 étuis de 8 gâteaux? Bien sûr que non. Non, mais... Pardon, mais enfin, je le redis, mais c'est leur... ça s'appelle le capitalisme et la santé. La santé, c'est la variable d'ajustement. Même quelquefois, ils vont aussi être présents dans les produits pour faire les régimes. Hein. Comme ça, du coup, ils sont tout au long de la chaîne de valeur. Donc, il y a ce truc est important. Après, moi, j'entends ce qui est dit, mais je suis d'accord. Il y a vers les industriels, il faut être sans doute beaucoup plus intransigeant. Vers les citoyens et vers les enfants, et notamment parce que, y compris par rapport à la génération d'avant, leur capacité d'information par les réseaux sociaux, etc., qui est tous les jours on dit c'est grave, en même temps, ils ont beaucoup plus d'infos, ils sont beaucoup plus connectés que nous ne l'étions, et donc il faut leur mettre à disposition, ces éléments-là. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai été frappé, j'étais patron de l'Agence régionale de santé pendant le Covid, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. On est obsédé aujourd'hui par les complotistes, les anti-vax, les trucs. Le confinement, il n'y a quand même pas de truc pire. Ça a été hyper respecté dans ce pays. Parce qu'on a pris le temps d'expliquer. Parce que, je ne sais pas mon bord politique, mais Édouard Philippe, il a pu dire, il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Voilà ce qu'il faut faire, voilà comment on va éviter que le système ne s'effondre. La vaccination, tout le monde disait, les Français, la vaccination, ils ne veulent pas entendre parler. Vous vous rappelez la ruée et le fait qu'on a été nous-mêmes débordés. Donc je pense que le pari qu'on doit faire, c'est que l'effort démocratique pour partager ces enjeux, il doit être fait. Et c'est pas juste, encore une fois, une cerise sur le gâteau où on fera tout ça quand on aura réglé le problème de l'hôpital. C'est simultanément qu'on doit faire ça, parce que sinon, notre système, comme le disait Xavier, il va se casser la gueule. Mais vous êtes sensible à l'argument de Fouad qui dit aussi, ça commence aussi par ces petites actions qui ne sont pas si petites au moment du goûter, d'aider les écoles et de ne pas laisser les parents mettre des gâteaux. L'éducation, c'est aussi l'école. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est des pathologies qui se construisent lentement, en fait, et silencieusement. Et donc, oui, moi je pense que ça passe par des petites actions, mais qui sont des actions plutôt très importantes. Et pour moi, c'est pas une histoire simplement que de petites actions. Si je peux me permettre, il faut pouvoir s'engager parce que ça a un coût que de livrer des goûters gratuits équilibrés à un public qu'on accueille. Ça représente un coût et il y a une vraie inégalité entre les collectivités en France qui ne peuvent pas nécessairement toutes financer et aussi accompagner les équipes qui prennent en charge ces sujets-là, parce qu'il faut pouvoir former, il faut pouvoir informer, il y a de la prévention, et ça prend du temps. Donc il faut avoir en tête que les villes qui vont s'en sortir le mieux, ce sont les villes qui, financièrement, peut-être auront les moyens de gérer ces situations. Or, il y a une vraie inégalité structurelle en fait, qu'il faut pouvoir accompagner, et je pense que l'État doit jouer ce rôle auprès de ces collectivités.
Je ne suis pas toujours, loin de là, à défendre le ministère de l'Agriculture, parce que généralement, c'est plutôt mes ennemis concernant la question du sucre. Mais pour le coup, il y a un programme aujourd'hui, et je l'ai dit tout à l'heure, lait et fruits pour les collectivités locales, qui finance l'ensemble des collectivités locales pour mettre des goûters avec des produits sains, et c'est financé par les fonds européens. Donc, et le problème, c'est que les collectivités ont très peu cette information et donc n'utilisent pas ces fonds qui existent et d'ailleurs le ministère fait même des rappels auprès de l'Association des maires de France pour faire en sorte que ces fonds soient utilisés pour éviter que l'Europe nous le reprenne in fine. Mais moi, ce que je voulais répondre aussi, c'est sur la question des emballages. Mais les emballages, mais aussi pour la question des fruits. Il y a une grande marque de fast-food, dont je tairai le nom, qui a décidé un jour de changer ses produits de dessert pour les enfants et de mettre des pommes. Et en fait, des sachets de pommes. Et ces sachets de pommes, en fait, plutôt que de faire une pomme entière, où honnêtement personne n'a envie de manger une pomme entière, et ben en fait ils l'ont fait en quartier. Et en fait, le fait de l'avoir en quartier, les enfants mangent plus facilement des pommes. C'est devenu ludique. Et en fait, c'est ça aussi il faut qu'on essaye d'apprendre et d'accompagner les parents, d'accompagner aussi les collectivités locales, plutôt que de donner une banane entière ou une pomme entière, d'avoir des morceaux de fruits pour permettre de remplacer le dessert. Je vous propose de sortir du fast-food et du sachet de pommes. Il y a quand même une prise de conscience et une adaptation, notamment chez les pâtissiers. On va en parler dans un instant avec vous, Clarence. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous mettre au gâteau sans sucre blanc. On est allé dans une pâtisserie à Paris avec Maïté Frémont et Juliette Prunier pour que vous voyez bien à quoi ressemblent ces gâteaux. Mais on va pas les goûter. Dans cet atelier de pâtisserie, dernière touche avant l'envoi en salle. D'abord pour les flancs qui se parent de leur couche de caramel un peu particulier. Et puis les tartes au citron qui s'habillent de meringue. Rien d'extraordinaire, à un détail près. En fait, la petite particularité de nos pâtisseries, c'est qu'elles sont faites sans sucre blanc. Ouais, donc c'est du sucre de fruits. Donc c'est assez fin, je dirais que c'est, en termes de texture, c'est un mélange entre du sucre glace et du sucre semoule. Et la particularité, c'est qu'il a un pouvoir sucrant qui est 2 fois plus élevé. Faire des gâteaux sans sucre, cocasse, pas tant. Cette poudre blanche est issue de fruits, des pommes et du raisin du sud de la France. Il se dissout hyper bien, donc très pratique à utiliser en pâtisserie. Pour Dorian, 25 ans, aux milliers de followers sur les réseaux sociaux. Quand est-ce que je vais ouvrir ma pâtisserie sur Paris ? Je crois que c'est le jour J. Plus question de travailler le sucre blanc, trop nocif pour la santé. Ce jour-là, avec les viennoiseries de la veille, il cuisine un beau stock et dans sa crème anglaise, son fameux sucre de fruits. À la sortie du four, on va ajouter du caramel au sucre de fruits. Ça, c'est paradoxal, mais du caramel. Et là, on va rajouter des petites pépites de chocolat. Le fructose, à l'indice glycémique bas, est-il une alternative au glucose ? Son prix au kilo reste 9 fois plus élevé. Allez, au soleil. Dans la vie quotidienne, on mange tellement de mauvais sucre que s'il y a des alternatives et si on peut faire ça, pourquoi pas en fait. Une alternative qui a tout de même un coût. Pour une tarte individuelle, il faudra débourser environ 7 €. Et Clarence, vous avez fait la même chose. Vous êtes pâtissier, vous faites des gâteaux sans sucre blanc, mais avec du sucre de fruits. Et on vient de le voir, il y a juste un petit problème, c'est que ça coûte vraiment plus cher. Mais on en met beaucoup moins. Oui, ça coûte plus cher. Alors c'est intéressant parce que la pâtisserie que vous montrez, ça fait le sucre qu'ils utilisent, ça fait plusieurs années qu'on l'utilise. Et on est content de pouvoir voir qu'ils ont enfin ouvert une pâtisserie. Ils nous ont copié en fait. Ils nous ont copié. Oh, on ne peut pas dire ça. C'est une inspiration positive, je pense, et c'est très bien. Comment vous est venue l'idée ? Alors l'idée, c'est intéressant. On ne peut pas parler de la pâtisserie Le Destin du Gourmand sans parler de l'histoire d'Eladji Diop, qui est un de mes amis proches avec qui j'ai grandi et qui est un ancien basketteur professionnel. Et donc le nom Le Destin du Gourmand, alors vous devez comprendre le pourquoi. Donc ancien basketteur pro reconverti en pâtissier à la fin de sa carrière. Et c'est juste avant donc d'être capable enfin de pouvoir lancer sa propre pâtisserie qu'il a malheureusement, il a dû aller à l'hôpital et il a frôlé le coma. Et on lui a diagnostiqué à ce moment-là un diabète de type 2. Ce qui fait que son rêve... Au moment où il allait ouvrir une pâtisserie. Il n'était pas loin, c'est-à-dire que le projet était dans les tuyaux et c'était pour ça qu'il travaillait. Donc si vous voulez, tout ce que vous venez d'apprendre, la cuisine, la pâtisserie française avec ses règles, tout à coup tombe à l'eau pour lui. Mais au lieu d'utiliser, de sombrer dans la dépression et dans la déprime, il a fait de ce problème une force. Et il avec vous, hein.
J'étais vous pas êtes son encore tout à associé. fait Ah, là. vous n'étiez Oui, pas je suis encore dans arrivé le. un peu D'accord. après. Mon histoire est moins importante que la sienne, mais il a quand même utilisé ce problème. Il en a fait donc une force et il a développé pendant 1 an toute une gamme de pâtisseries traditionnelles françaises sans sucre ajouté. Donc, comme à l'instar de ce que disait Madame à côté de moi, désolé, j'ai oublié votre prénom. Clémentine. Clémentine, merci. Moi, c'est Clarence. Et, un peu proche de prénom. Et du coup, à l'instar de ce qu'elle disait, le sucre blanc a des propriétés chimiques dans les pâtisseries. Donc, retirer du sucre pour retirer du sucre, tout le monde peut le faire. Mais il y a un travail beaucoup plus important d'équilibre. Et le fructose a les mêmes propriétés, enfin le sucre de fruits a les mêmes propriétés que le sucre blanc que vous avez réussi à enlever de vos gâteaux ? Pas forcément, ça va dépendre du type de fructose, mais là en l'occurrence, on parlait d'un sucre en particulier, qui est un sucre, je ne vais pas citer la marque, je ne pense pas que j'ai le droit, mais qui est un sucre qui est sous 2 formes, soit de granulé, soit liquide, et qui peut être extrait. C'est un procédé d'extraction un peu particulier, mais on n'utilise pas que ça. Est-ce que c'est un argument de vente pour vos clients ? C'est-à-dire ils viennent chez vous acheter des gâteaux parce qu'ils savent que c'est pas du sucre blanc ou alors c'est tout à fait à part et ça change pas le goût du gâteau. Dans notre clientèle, il y a 80% de la clientèle qui est féminine déjà. Je sais pas pourquoi. À vous de faire vos propres conclusions. Ils offrent des gâteaux aux hommes. Ah, c'est ça. Okay. Et il y a 20% de notre clientèle qui est diabétique. Donc au final, on voit que le message n'est pas encore vraiment bien passé. Mais c'est vrai que la volonté des LAD, c'est de redonner de l'espoir pour les personnes, entre autres, malades, parce qu'il n'y a pas que le diabète, il y a aussi des personnes qui sont athlètes, qui font des régimes keto ou autres, et de se réconcilier avec le plaisir de consommer des desserts de qualité, comme les pâtisseries qu'il produit. Vous m'en avez apporté ? J'aurais voulu, mais les pâtisseries voyagent très mal parce que c'est des pâtisseries très fines. Bon, alors, je viendrai en acheter alors. Désolé. Merci infiniment, ça passe tellement vite, 1 heure, on avait encore plein de choses à se dire, mais merci vraiment à vous d'être venus ce soir interroger monsieur le sénateur et monsieur le député et monsieur le professeur. J'espère que ces échanges ont été fructueux pour vous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et une belle fin de semaine sur la 8, sur LCP. Nous, on revient avec Chaque Voix compte dès mardi à 19h30. Bonne soirée.